Bonjour. Goedemorgen. Vandaag, dag op dag, een jaar geleden, werd de federale fase afgekondigd in het kader van de COVID-pandemie. Het afgelopen jaar hebben we onder andere via deze persconferenties jullie geïnformeerd over de stand van zaken. En dat zullen we ook de komende weken, maanden blijven doen. Al hopen we samen met jullie dat we zo snel mogelijk kunnen stoppen. Dit is vooralsnog niet het geval. En vandaar dat ik het woord geef voor een actuele stand van zaken aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De coronacijfers blijven op en neer gaan. Momenteel zien we terug een toename in de besmettingscijfers, terwijl de ziekenhuisopnames en de overlijdens opnieuw wat verder dalen. Het aantal patiënten op de gewone COVID-afdelingen stabiliseert, terwijl het aantal patiënten op intensieve zorgen proportioneel nog licht toeneemt. De afgelopen week werden er gemiddeld 2422 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 2% op weekbasis. Vooral bij jonge kinderen onder de 10 jaar zien we nu een opvallende toename van plus 29%. Dit is goed voor meer dan 80% van de stijging van de cijfers. Het is wel belangrijk om te vermelden dat de algemene besmettingsgraad bij kinderen, dus het aantal besmettingen per 100.000 kinderen, nog altijd een stuk lager blijft dan bij oudere leeftijden. Er wordt nu ook terug een pak meer getest bij kinderen door de heropening van de school of door het hervatten van de klassen na de krokusvakantie. De besmettingsgraad is momenteel het hoogst bij de tieners, twintigers en dertigers. We zien in Vlaanderen en Wallonië toenames. In Vlaanderen met plus 5% en in Wallonië met plus 2%, terwijl er in Brussel nog een daling is van min 5%. Specifiek zien we toenames in de provincies Namen, Limburg, West-Vlaanderen en Antwerpen. Namen verdient speciale aandacht. We zien daar al een tijdje een stijging van het aantal besmettingen, ook van de ziekenhuisopnames en de bezetting op intensieve zorgen. Momenteel stijgen de besmettingen in Namen met een forse 40%. De voorbije 2 weken werden 58% van de besmettingen veroorzaakt door de Britse variant. De Britse variant blijft daarmee dominant, maar de laatste week lijkt de opmars wel te vertragen. Het percentage besmettingen met de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse varianten stijgen nog licht, maar deze varianten blijven nog relatief zeldzaam en vertegenwoordigen momenteel respectievelijk 6,2% en 2,1% van de besmettingen. Verschillende landen in Europa kampen momenteel met stijgende cijfers. Tsjechië kent zelfs een 4e golf, terwijl een 3e golf zich inzet in een aantal andere landen, zoals Estland, Hongarije, Servië en Polen. Ook in Italië en Frankrijk stijgen de cijfers. Omwille van de zware belasting in de Franse ziekenhuizen werden recent patiënten doorverwezen naar Belgische ziekenhuizen. Een combinatie van maatregelmoeheid en de opkomst van de Britse variant worden met de vinger gewezen. Al bij al blijft binnen deze moeilijke context de Belgische situatie nog relatief stabiel. Het illustreert dat een consistente opvolging van de maatregelen in de komende winterweken nog heel belangrijk zal blijven. We zien nog steeds een toename van het aantal uitbraken op werkplaatsen, terwijl er een lichte afname is van het aantal uitbraken in de scholen. Wat betreft de uitbraken op werkplaatsen gaat dit meestal over sectoren waar telewerken moeilijk is. Denk maar aan de vleesverwerkende en voedselverwerkende industrie, ook de bouwsector, de zorgsector natuurlijk, politie, reinigingsdiensten.
Daar kunnen mensen meestal niet telewerken en dan zie je dat daar ook de meeste uitbraken gemeld worden. Van alle actieve uitbraken die de afgelopen week werden gemeld, bevinden de meeste zich, zoals gezegd, op de werkplaats, 40%, gevolgd door de scholen met 29%. Het aandeel uitbraken in woonzorgcentra is sterk gedaald en momenteel stabiel. Het vertegenwoordigt ongeveer 11% van alle gerapporteerde uitbraken. We moeten hierbij wel altijd vermelden dat uitbraken die plaatsvinden in collectiviteiten, zoals scholen, werkplaatsen of in woonzorgcentra, beter geregistreerd worden dan uitbraken die in de algemene bevolking plaatsvinden. De nieuwe ziekenhuisopnames vertonen opnieuw sinds enkele dagen een lichte daling. De afgelopen week waren er gemiddeld 146 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is 6% minder dan de week ervoor. De totale ziekenhuisbezetting stabiliseert momenteel op een totaal van 1910 patiënten. Terwijl de bezetting op intensieve zorgen weliswaar nog verder doorstijgt met plus 5%. Er liggen momenteel 446 patiënten op intensieve zorgen. Het valt daarmee op dat het percentage patiënten op intensieve zorgen nog licht is doorgestegen tot 23% van het totaal aantal patiënten. Begin februari was dit 18%. De overlijdens gaan verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 26 overlijdens per dag te betreuren. Dat is een daling van 3% op weekbasis. Bij de rusthuisbewoners is deze daling veel meer uitgesproken, met min 30%. Het aantal COVID-overlijdens in de woonzorgcentra is momenteel bijzonder laag, met iets minder dan 2 overlijdens per dag. Begin november bedroegen dit nog meer dan 60 overlijdens per dag. 27% van de 85-plussers kreeg ondertussen een eerste inenting. En ondertussen hebben 687.000 of 6% Belgen een eerste dosis van het COVID-vaccin gekregen. En 357.000 of 3,1% een tweede dosis. Vooral het aantal mensen die een eerste dosis gekregen hebben, is daarmee toegenomen in de voorbije week. Vervolgens geven we ook nog een korte update van de situatie in de woonzorgcentra. De situatie daar blijft verbeteren. Ten opzichte van de voorgaande week kenden alle cijfers een dalende of stabiliserende trend en bleven laag in alle gewesten. Afgelopen week is het aantal besmettingen onder bewoners verder gedaald naar 0,5 besmettingen per 1000 bewoners, of zelfs iets lager nog, en dat in alle gewesten. Je kan dat zien in deze grafiek. Slechts 1% van de Vlaamse woonzorgcentra en minder dan 0,5% van de Waalse woonzorgcentra hebben een grote uitbraak met minstens 10 of meer bevestigde gevallen gemeld. In Brussel werden geen grote uitbraken gemeld. Het aantal nieuwe hospitalisaties van woonzorgcentrumbewoners ten gevolge van COVID was de afgelopen week lager dan 0,2 per 1000 bewoners. Ook het aantal overlijdens bij woonzorgcentrumbewoners ten gevolge van COVID daalt nog steeds. Tussen 1 en 7 maart zijn 28 woonzorgcentrumbewoners overleden. De week ervoor waren dat er nog 37 en de week daarvoor 104. Ten slotte nog een kleine mededeling betreft een netwerkonderbreking bij Cienzano. Deze is gepland morgen tussen 4 uur tot middernacht, omwille van werken aan de internetverbinding. De Cienzano-websites en de Lime Survey-toepassingen zullen daarom niet toegankelijk zijn gedurende die periode en Cienzano zal ook niet bereikbaar zijn via e-mail.
U kan de recente COVID-cijfers morgen dus best consulteren voor 4 uur. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors les chiffres continuent, comme ces derniers temps d'ailleurs, à augmenter et à diminuer un peu de manière variable d'un jour à l'autre. Actuellement, nous constatons une légère augmentation des contaminations, alors que par contre les hospitalisations et les décès diminuent à nouveau. Le nombre de patients en unité Covid se stabilise. Par contre, on a une petite augmentation des patients qui sont hospitalisés en soins intensifs. Si on s'intéresse, comme on le voit sur la diapositive, au nombre de nouvelles infections, on a eu en moyenne 2422 nouvelles infections par jour, ce qui est effectivement une augmentation de 2%. Ceci est particulièrement manifeste au niveau des enfants, dans lequel l'augmentation est de 29%. Cela représente plus de 80% de l'augmentation globale, mais il faut cependant noter que ce taux d'infection chez les enfants de moins de 10 ans reste plus bas que celui de la population d'âge plus élevé. Effectivement, les enfants sont rentrés à l'école, par exemple, et on réalise inévitablement dans ce contexte plus de tests chez eux. Le taux d'infection le plus élevé est chez les adolescents et chez les personnes de la vingtaine et de la trentaine. L'augmentation dont nous parlions est prononcée en Flandre, à 5%. Elle est de 2% en Wallonie. À Bruxelles, on continue à avoir une diminution de 5%. Si on regarde les différentes provinces, on voit d'ailleurs que les diminutions sont peu importantes, de l'ordre de 1 à 3%, sauf dans le Brabant wallon avec moins 23%. Si on voit les provinces dans lesquelles on a une augmentation dans 3 provinces flamandes, en Flandre occidentale, à Anvers et dans le Limbourg, mais on est surtout frappé par l'augmentation importante qui a lieu dans le Namurois. Depuis quelque temps, en effet, on y observe une augmentation du nombre d'infections, c'est ce dont on parle pour l'instant, mais aussi des hospitalisations et de l'occupation dans les lits de soins intensifs. Et donc, il y a là une attention particulière à apporter actuellement. Au cours des 2 dernières semaines, 58%, donc on n'est pas encore à 2 tiers, mais presque, des infections ont été liées au variant britannique. C'est donc clairement un variant qui est maintenant dominant, déjà depuis quelque temps, mais dont l'augmentation semble se ralentir. Par ailleurs, les 2 autres variants majeurs connus, le variant sud-africain et le variant sud-américain, brésilien en l'occurrence, sont présents, mais de manière encore contenue sur le territoire, puisque pour le sud-africain, c'est à 6,2% et pour le brésilien à 2,1%. Dans le contexte actuel, que voit-on en Europe? Eh bien, on sait tous par la radio, la télévision, que plusieurs pays européens sont confrontés à des chiffres en hausse. La Tchéquie, que vous voyez en gris sur la carte ici, est même confrontée à une 4e vague. Plusieurs pays ont des 3e vagues significatives. C'est le cas de pays comme l'Estonie, la Hongrie, la Serbie et la Pologne. Dans d'autres pays, que vous voyez juste au-dessus de la ligne Belgium, l'Italie et la France, on a également une augmentation du nombre de cas. Dans ce contexte, et dans le contexte d'une pression importante sur les hôpitaux, un petit nombre de patients, d'ailleurs français, ont été hospitalisés en Belgique de manière à soulager très partiellement leur système de santé. Ceci se met, c'est le plus plausible, en place dans le contexte d'une part du variant anglais et d'autre part en France d'une lassitude face aux mesures. Lassitude que nous connaissons tous, que nous connaissons aussi, et ceci doit être un élément supplémentaire pour nous renforcer dans l'idée qu'actuellement il faut continuer, au moins pour un certain temps, à appliquer les mesures qui nous permettent, dans ce corset relativement serré que nous connaissons depuis des mois, de réagir plutôt favorablement par rapport à d'autres pays à la situation épidémiologique et à l'émergence des variants. Alors si on s'intéresse maintenant au foyer, au cluster
comme on le voit sur la diapositive ici, on a une augmentation du nombre des foyers sur les lieux de travail et une légère diminution dans les écoles. Globalement, pour les clusters actifs confirmés la semaine dernière, on a la majorité de ces clusters qui sont présents sur les lieux de travail, c'est 40% des clusters, tout spécialement dans les endroits où on ne peut pas facilement travailler à domicile, où c'est même impossible. C'est le cas d'un certain nombre de secteurs de l'industrie, comme des secteurs de la boucherie par exemple. C'est le cas dans la police, les pompiers ou des services de nettoyage. Au niveau des écoles, on a 29% du total des clusters qui y sont présents. Dans les maisons de repos, et on en reparlera à la fin de cette conférence de presse, la proportion des clusters qui est rencontrée continue à diminuer et ceci est toujours dans le même sens favorable. Si on s'intéresse aux hospitalisations cette fois-ci, eh bien on voit qu'on est globalement toujours sur le même haut plateau depuis pas mal de semaines et de mois. La semaine dernière, il y a eu en moyenne 146 nouvelles hospitalisations par jour. C'est une diminution de 6%. Stabilisation, on le disait, du nombre de lits occupés, puisqu'il y a actuellement 1910 lits occupés par des patients Covid. Ceci correspond effectivement à une totale stabilisation, c'est 0% de modification, que par contre l'occupation des lits de soins intensifs continue à augmenter légèrement, 5% en l'occurrence pour atteindre 446 lits occupés. Le pourcentage de patients en soins intensifs par rapport au total des patients hospitalisés a ainsi augmenté progressivement depuis début février où il était de 18% jusqu'à maintenant où il atteint 23%. Au niveau des décès, nous continuons cette lente diminution, comme vous le voyez très bien sur la courbe. Nous avons encore actuellement à déplorer 26 décès par jour. C'est une diminution de 3%. Tout particulièrement marqué au niveau des maisons de repos et de soins, où cette diminution est de 30%. Il y a actuellement dans les maisons de repos et de soins moins de 2 décès par jour liés au Covid. Si on veut se rappeler le moment de la deuxième vague, par exemple le mois de novembre, à ce moment-là, on comptait plus de 60 décès par jour dans les maisons de repos. Dans les bonnes nouvelles, c'est l'évolution de la vaccination. On a maintenant dépassé un quart de nos plus de 85 ans, en l'occurrence 27% qui ont reçu leur première dose de vaccin. Cela signifie que 687 000 Belges ont reçu une première dose et 357 000 une deuxième dose. C'est au niveau de la première dose que l'augmentation a été particulièrement marquante la dernière semaine, puisqu'on a pratiquement en une semaine vacciné près de 150 000 personnes par une première dose. Alors le vendredi égale notre thème des maisons de repos, et ce thème est un thème calme et positif, puisque la situation continue à s'y améliorer. Tous les chiffres continuent à diminuer, et comme vous le voyez, on est en train de rejoindre une situation relativement calme que l'on connaissait vers la 37e semaine de 2020. Et ceci est le cas dans toutes les régions du pays. Le nombre de nouvelles infections parmi les résidents a continué à baisser. Il atteint actuellement 0,5 par 1000 résidents dans toutes les régions du pays. Au niveau des maisons de repos où il y a plus de 10 cas, c'est la situation dans 1% des maisons de repos flamandes et moins d'un demi% des maisons de repos wallonnes, avec déjà depuis tout un temps l'absence de tels cas dans la région de Bruxelles-Capitale. Si on s'intéresse aux hospitalisations des résidents de maisons de repos, il est inférieur à 0,2 pour 1000 résidents. Et comme on l'a déjà dit lorsque nous avons parlé des décès, le nombre de décès continue à diminuer. La semaine du 1er au 7 mars, en l'occurrence, il y a eu 28 décès de résidents de maisons de repos et de soins liés au Covid. La semaine qui précédait, ce chiffre était de 37 et la semaine d'avant encore, il était de 104.
Alors, des petites housekeeping, des informations pour ceux qui se branchent fréquemment sur le site de Cienzano, comme vous le voyez, et ceci reprend une information qu'on vous a donnée il y a quelques jours par rapport à ce week-end. Ce week-end, le réseau sera interrompu de 16h à minuit au niveau du site de Cienzano, au niveau des applications Lime Survey, et il n'y aura pas de manière de joindre Cienzano par mail, ce qui veut dire à nouveau que si on veut consulter les chiffres, il vaudra mieux le faire avant 16h demain. Merci pour votre attention et bon week-end. Goedemorgen. Na de beslissing van het overlegcomité vorige week vrijdag kunnen we weer buiten samenkomen met 10 personen. Hier hebben heel veel mensen naar uitgekeken. Iedereen hunkert immers naar meer sociale contacten. Dit zal ons ook moed geven om de komende weken de maatregelen vol te houden. Maak van deze mogelijkheid ook gebruik om af te spreken met mensen die het wat moeilijker hebben, die zich misschien in deze periode slecht in hun vel voelen. Een goed gesprek betekent heel veel in deze vreemde en moeilijke periode. Het is echter belangrijk om aandacht te hebben voor een aantal voorzorgsmaatregelen als je buiten afspreekt met vrienden of familie. Je kan buiten afspreken met 10 volwassenen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Het allerbelangrijkste, respecteer steeds de veiligheidsafstand, de social distancing tussen de verschillende aanwezige personen. Spreek steeds buiten af, in een park of in een bos, maar dit kan ook in een privétuin of op een terras bij mensen thuis zijn. Als je je een beetje ziek voelt of je hebt kleine symptomen, zeg dan uw afspraak af. Zo bescherm je de gezondheid van uw familie of uw vrienden. Zorg ervoor dat je geen zaken deelt met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan chips of nootjes. Met de nodige aandacht voor de voorzorgsmaatregelen kan je wel op een veilige manier samen een glas drinken, maar respecteer hierbij steeds de afstandsregels. Veel mensen zullen misschien plannen gemaakt hebben om dit weekend buiten af te spreken met familie of met vrienden. Jammer genoeg zijn de weersvoorspellingen niet al te gunstig. Dit mag echter geenszins een reden zijn om de geplande afspraken binnen te laten doorgaan. Met aangepaste kleding is een wandeling met vrienden nog steeds mogelijk. Als je dit niet ziet zitten, verplaats je dan je afspraak naar een latere datum wanneer het mooier weer is. Wat uw plannen ook zijn dit weekend, respecteer steeds de veiligheidsmaatregelen, maar geniet er vooral van. Dank u wel. Bonjour, goedemorgen. Le comité de concertation a annoncé vendredi dernier que la situation actuelle nous permettait de pouvoir à nouveau nous réunir plus nombreux à l'extérieur, passant de rassemblements de 4 personnes à des rassemblements à présent jusque 10 personnes. Nous étions nombreux à attendre cet assouplissement car confrontés parfois à devoir faire des choix dans qui participera à telle ou telle sortie entre amis ou entre membres d'une même famille. Cette première étape vers plus de contacts sociaux, et on aspire tous à plus de contacts sociaux, on doit aussi tous s'appuyer dessus pour continuer ensemble à respecter les autres mesures permettant de limiter le risque de reprise de l'épidémie. On pense notamment à la nécessité de continuer à limiter vraiment, tant que possible, les contacts à l'intérieur. Profitons aussi de ces rencontres extérieures, à présent élargies, pour proposer à des personnes qui traversent peut-être une période difficile ou qui sont plus isolés, se joindre à vous, se balader ensemble, partager une conversation peut apporter un soutien fort bienvenu en cette période particulière que nous traversons. Rappelons les précautions à prendre lorsque nous nous réunissons. D'abord, donc, cette limitation à des rassemblements de 10 personnes. Donc c'est maximum 10 personnes, mais ne sont pas compris les enfants de moins de 12 ans, comme c'était le cas pour les rassemblements de 4 personnes. Toujours le faire également à l'extérieur, ça peut être dans la rue, dans un parc, pour une balade en forêt, mais aussi dans un jardin privé ou une terrasse. Pour ces rassemblements, que ce soit à l'extérieur ou sur votre terrasse ou jardin privé, respectez toujours la distance de 1,5 mètre entre personnes, sauf bien sûr avec les membres de votre propre foyer.
Veillez également à ne pas partager des objets, ustensiles, des aliments entre vous. Pensons par exemple, si vous partagez un apéritif, à ne pas se servir dans le même bol de chips, ne pas prendre tour à tour la même bouteille pour se servir. Si vous êtes dans un parc, ne pas se lancer le même frisbee. Voilà, donc on doit continuer à éviter ce type de contact des mêmes objets entre nous. En respectant les précautions d'usage, on peut cependant tout à fait continuer à se réunir et même à partager un apéritif. Dernière recommandation, si avant votre rencontre vous vous sentez un peu malade, si vous avez des symptômes, annulez votre participation pour prendre soin de vous d'abord bien sûr et pour protéger ensuite les autres. De nombreuses personnes avaient prévu de rencontrer leurs amis et leurs familles à l'extérieur ce week-end. Bon, les prévisions météo ne sont pas des plus favorables comme vous avez pu le constater. Que ce ne soit une raison pour transformer cette sortie en des rencontres à l'intérieur. C'est vraiment cela qui doit être évité en ce moment. Mais avec des vêtements appropriés, une promenade entre amis reste tout à fait possible. Et si ce n'est pas envisageable, la repousser de quelques jours est sans doute le mieux à faire. Quels que soient vos projets, passez un bon week-end en respectant les règles, mais en en profitant malgré tout. Et on va passer maintenant aux différentes questions reçues de la part de la presse. Le lundi 8 mars, on constate le plus grand nombre de nouvelles infections par jour depuis le début de cette année. Est-ce à cause du beau temps et des nombreuses personnes qui se sont rassemblées à ce moment-là? Alors, il est difficile de dire sur un chiffre l'impact d'un week-end ensoleillé une semaine avant. Il faut souligner, comme c'est dit dans la question, qu'il s'agit d'un lundi. On sait que systématiquement, si on regarde la courbe des nouvelles contaminations de Cienciano, le lundi, il y a plus de cas parce qu'on récupère ceux des personnes qui étaient malades le week-end et qui n'allaient pas se faire tester à ce moment-là. Soulignons que nous sommes toujours sur un plateau relativement élevé et que seul l'examen des chiffres consolidés, ils ne sont pas encore des jours qui suivent, nous permettront de tirer éventuellement des conclusions de l'impact de sortie et d'un week-end ensoleillé par rapport aux nouvelles contaminations. Donc un peu de patience pour en tirer des conclusions. Op maandag 8 maart werd het hoogste aantal nieuwe besmettingen per dag geteld sinds het begin van dit jaar. Is dat het gevolg van het goede weer en het vele volk dat toen samenkwam? Wel, het is heel moeilijk om aan de hand van één dagcijfer bepaalde conclusies te gaan trekken over wat er gebeurd is in het weekend een week daarvoor. Het is altijd beter om met weekgemiddelden te werken. Een belangrijke opmerking is onder andere dat op maandag de cijfers meestal een stuk hoger liggen omwille van het weekendeffect. Veel mensen wachten met zich te laten testen tot maandag. Of soms worden de cijfers wat trager gerapporteerd in het weekend. En dat maakt dat je na het weekend meestal een stijging van het aantal besmettingen ziet. Dat heeft ook te maken met de manier waarop men zich laat testen en de rapportering. Wanneer je kijkt naar het weekgemiddelde van deze week, waarin maandag 8 maart werd meegenomen, dan zien we dat er eerder een lichte stijging is van 2%. Het is heel moeilijk om zo'n stijging te gaan linken met bepaalde activiteiten die een week daarvoor hebben plaatsgevonden omwille van een zonnig of warm weekend. Dat kunnen we niet concluderen. Als de coronacijfers op het huidige plateau blijven, kunnen de voorgenomen versoepelingen op 1 april en 1 mei dan doorgaan of niet? Of hangt dat ook sterk af van de voortgang in de vaccinatiecampagne? Wel, de versoepelingen hangen natuurlijk af van de voortgang van de vaccinatiecampagne. Dat is een basisvoorwaarde. We zitten momenteel op een hoog plateau. Ik zou het misschien zelfs eerder een licht hellend vlak noemen. Maar dat is op zich niet onverwacht. Deze cijfers volgen de voorspellingen van de modellen. Die modellen die we ook gepresenteerd hebben aan het grote publiek op de persconferentie samen met de premier op 22 februari. Herinner u de blauwe curve, die toonde een lichte stijging voor de komende weken aan. En voorlopig lijken we dit traject nog steeds te volgen.
Het is wel absoluut cruciaal dat we daar niet gaan van afwijken, dus dat die stijging niet verder uit de hand loopt. Zolang ze dat niet doet, komen in principe het geplande traject van versoepelingen, zoals dat voorgesteld werd op het laatste overlegcomité, niet in het gedrang. Samengevat betekent dat maart in principe te vroeg is voor versoepelingen. In april kunnen voorzichtige versoepelingen doorgevoerd worden met een focus op buitenactiviteiten. En in mei kunnen we veilig en geleidelijk aan versoepelen en ook mogelijkheden creëren voor indooractiviteiten. Voorlopig kan die planning in principe nog overeind blijven. Si les chiffres restent au niveau actuel, les assouplissements prévus au niveau des mesures pour le 1er avril et le 1er mai peuvent-elles avoir lieu? Ou cela dépend-il aussi de l'évolution de la campagne de vaccination? Alors il est très clair, il doit rester très clair que l'assouplissement est quelque chose qui doit être en parallèle avec la campagne de vaccination. Ce sont les pierres fondamentales sur lesquelles on peut baser notre assouplissement progressif. On est toujours, on l'a dit déjà là tout de suite encore, sur un plateau élevé actuellement et donc dans une situation qui n'est pas extrêmement confortable. Heureusement, j'ai envie de dire, on suit les modèles. Et pour ceux qui se souviennent de la conférence de presse du 22 février avec le Premier ministre, différents modèles ont été présentés. Et dans ces modèles, on voyait au milieu des courbes une courbe bleue, qui était la courbe, je dirais, qu'on espérait le plus suivre. Et que, heureusement, on suit encore point par point actuellement. Il est important de ne pas la quitter, sauf si la courbe était dans un sens plus favorable, bien sûr, et surtout qu'on ne retrouve pas les chiffres des courbes rouges qui étaient au-dessus et qui, elles, poseraient clairement un problème. Dans la mesure où on suit cette courbe bleue, on suit les prévisions et donc on peut s'attendre, mais c'est une décision du politique bien sûr, à ce que soient appliquées les mesures telles qu'elles avaient été dites à ce moment-là, c'est-à-dire que mars était encore tôt à cause de l'évolution de la campagne de vaccination, à cause du doute qui reste sur le variant anglais, pour lequel les informations qu'on vous a données aujourd'hui sont plutôt favorables et rassurantes, qu'avril permettrait l'ouverture d'un certain nombre d'activités, essentiellement, si pas exclusivement, en extérieur, et qu'à partir de mai, si tout allait toujours bien, les activités intérieures étaient, elles aussi, envisageables. Donc nous sommes sur une courbe qui va dans ce sens-là. Espérons et faisons tout ce qu'il faut pour y rester et que l'on puisse en extrapoler un assouplissement des mesures. Merci à tous pour votre attention. Bon week-end et à mardi.